J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je prends assez peu le temps de jouer à des jeux vidéo. Là, si je prends l'exemple de l'année 2024, j'ai joué 4 jeux, Another Code Recollection et Persona 5 Royal. J'avais déjà parlé du premier dans une précédente vidéo, mais je me vois très mal parler de Persona 5 en vidéo. La raison, elle est simple. Énormément de gens en ont parlé beaucoup mieux que moi et je sais pas trop ce que je pourrais rajouter de plus au débat. C'est un jeu qui est très riche et je pense qu'il faudrait que je fasse une chaîne entière de vidéos uniquement sur Persona 5 si je veux en parler. Mais pour vous en parler vite fait, voilà mon avis. C'est un jeu qui est incroyable. Les personnages sont tous géniaux. Ça reste un jeu qui reste quand même très long cependant, et même si je m'y suis fait, il met énormément de temps à démarrer et forcément ça peut être lourd de plonger dedans vu la longueur du début. Malgré tout, je pense sincèrement que c'est ce jeu-là qui marque mon année 2024 alors que l'année est même pas encore terminée. Et au final, on se retrouve un peu comme en 2023 où le jeu qui a le plus marqué mon année, c'est un jeu sur lequel j'ai du mal à savoir ce que je peux dire dessus, qui n'a pas déjà été dit. Ce jeu que j'ai connu l'année dernière, c'était Omori. Sauf que cette année, j'ai enfin trouvé un angle d'attaque pour parler de ce jeu. Pour remettre un peu les choses dans son contexte, Omori, c'est un jeu où on contrôle le personnage de Omori, un petit gars qui vit dans un monde féerique avec tous ses potes, Kel, Aubrey, Hiro, Basile et sa grande sœur Marie. Il y vit les aventures avec toute cette petite bande adorable, sauf que petit à petit, on se rend compte que les aventures d'Omori ne sont que les rêves de Sunny, un jeune homme renfermé sur lui-même qui n'est pas sorti de chez lui depuis plusieurs années suite à un événement tragique qui a entraîné la séparation de son groupe d'amis. Sauf qu'avec ses rêves qui prennent des tournures étranges au sujet de ses souvenirs, Sunny va devoir sortir de chez lui et apprendre à renouer avec les autres. Je pense que j'en ai peut-être un peu trop dit dans ce résumé, mais si vous voulez savoir plus à propos du jeu, foncez. Le gameplay est très cool et facile à prendre en main, l'histoire est vraiment poignante, les personnages sont super attachants et surtout, la musique est vraiment incroyable. Je parle de la musique parce que c'est à l'occasion d'un concert orchestral de la bande originale du jeu, concert qui a été incroyable malgré les pubs très mal placées, on a eu une grosse annonce. Omori va avoir un manga officiel. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bon, je vais pas vous le cacher. L'idée d'un manga officiel sur Omori, ça me donnait beaucoup d'appréhension. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais adapter un jeu vidéo en manga, c'est pas un exercice hyper simple. Pour une bonne raison. Dans le jeu vidéo, on incarne un personnage. Les choix de ce personnage sont les nôtres. On décide d'aller à gauche pour récupérer un objet, on décide d'aller faire une quête secondaire. Dans d'autres types de fiction, cette notion de choix est beaucoup moins présente. Et c'est d'autant plus important dans les jeux où nos choix décident de nos fins. Omori a plusieurs fins et décider de faire un manga, c'est choisir une fin par rapport à une autre. Par ce média, on décide d'une fin plutôt que d'une autre qui n'est pas celle que les fans auraient choisie. Ça me fait notamment penser aux comics Life is Strange qui font suite au jeu. Dans ces comics, Max choisit de sauver Chloé et de sacrifier Arcadia Bay. Du coup, on a une histoire qui se base sur une fin et pas l'autre. Une autre raison qui rend une adaptation difficile, ce sont les graphismes, surtout dans un jeu comme Omori. On est sur du pixel art et même si les personnages ont des portraits en version plus humanisée et expressive, c'est pas forcément le cas de tous les éléments du jeu. On a peu d'expression sur les sprites des personnages et du coup il faut les imaginer. Parce qu'on a des scènes où des personnages ont des expressions qu'on ne voit pas et seul le texte nous le dit. Par exemple, quand on retrouve Marie juste à côté de l'hôtel sous l'eau, elle nous fait un câlin et nous dit qu'elle est surprise par notre expression parce qu'on a l'air de quelqu'un qui a vu un fantôme. L'expression d'Omori, à ce moment-là, on la voit pas sur son sprite. Et c'est hyper intéressant parce que cette simple phrase de Marie nous permet de voir quelque chose qu'on n'aurait sans doute pas vu autrement. Et la dernière raison pour laquelle je pense qu'adapter Omori en manga c'est compliqué, c'est qu'Omori, c'est un jeu qui a une communauté très active. Le jeu a à peine quelques années, on en arrive à sa 4e année de sortie en fin d'année 2024, et comme le contenu officiel d'Omori est encore assez actif, les fans le sont tout autant. Et comme les graphismes sont en pixel art, énormément de gens ont déjà fait des dessins de version manga des différentes scènes qu'on peut voir dans le jeu. Certains ont même fait des dessins en reprenant le style officiel. Bref, c'est un gros risque que d'adapter un jeu pareil en manga. Mais en même temps, beaucoup de gens étaient assez intrigués et moi aussi. Pour une raison simple, Omokat, la créatrice d'Omori, faisait un petit comic sur son personnage avant de développer son jeu. Et elle dessine encore régulièrement les personnages de son jeu, notamment pour des dessins d'anniversaire. Donc beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'elle s'occupe du manga et nous fasse quelque chose de plutôt sympa. Et du coup, ça donne quoi ce manga ? Au moment où j'écris ces lignes, les 3 premiers chapitres sont sortis, mais je vais surtout me concentrer sur le premier chapitre, histoire de vous laisser un peu de suspense sur ce qui se passe par la suite. Il se peut que j'en parle un peu, mais on va vraiment être focus sur le premier et le premier uniquement. Donc, dans le manga Omori, dessiné
créée non pas par Omokat mais par Noiko Noito, on commence par une scène de rêve. Cette scène, elle se passe à Noël. Tout le monde ouvre ses cadeaux et Sunny reçoit un violon. Le rêve tourne rapidement au cauchemar et Sunny se réveille dans sa chambre en sueur. Pris par un sentiment d'angoisse, il entend des bruits qui lui font de plus en plus peur. Ces bruits, c'est en fait son ami Kel qui frappe à la porte et qu'il n'a pas vu depuis 4 ans. Les deux se retrouvent et décident de se balader ensemble dans leur ville comme avant. Sauf qu'en chemin, ils croisent leurs anciens amis, Basil et Aubrey. Les deux se disputent et de suite, une confrontation commence entre Aubrey, Sunny et Kel. Aubrey est assez agressive, parlant de choses peu agréables, notamment le fait que Sunny ne soit pas sortie de chez lui en 4 ans, mais surtout que Marie est morte. La confrontation tourne mal quand Aubrey menace d'utiliser sa batte et que Sunny réplique en utilisant son couteau, lui laissant une grosse blessure. L'angoisse monte en Sunny et d'un coup, on est projeté dans un autre monde, celui de ses rêves. Dans ce monde, tout le monde est copain, tout se passe bien et surtout, Marie les attend là pour pique-niquer. Bon, comment dire? Je sais pas vous, mais quand j'ai lu ce premier chapitre, je me suis dit une chose. Ça fait beaucoup là, non? Le manga n'est pas du tout destiné aux gens qui ne connaissent pas Omori. Et c'est vraiment dommage. Parce que du coup, changer de média, ça aurait été l'occasion de s'ouvrir à un nouveau public. Mais là, la narration est très rapide, trop même, et assez confuse. En soi, la narration du jeu original l'est aussi, mais les choses arrivent à rester claires pour la plupart parce que le jeu prend son temps. Là, c'est pas du tout le cas, on a trop d'éléments d'un coup, et chaque page est une nouvelle information qu'on n'a pas le temps de digérer. On rencontre à peine Aubrey qu'on apprend que Marie est morte. On rencontre à peine Kel qu'on rencontre de suite tout le monde après. Toutes ces informations, c'est des choses qu'on met beaucoup plus de temps à apprendre dans le jeu de base. Et du coup, ça fait une dose d'informations beaucoup trop vaste d'un coup. Et ça s'améliore pas avec les chapitres suivants. Le deuxième, ça passe encore. Mais dans le troisième, qui est censé se passer juste après les événements du premier, on a l'impression que des scènes ont été coupées. Genre, on finit avec Sunny qui panique après avoir blessé Aubrey et bim! Le chapitre 3 commence sur Sunny et Kel à la recherche de où pourrait se trouver Aubrey. Je vous ai dit qu'à aucun moment on a vu qu'elle était partie. Elle est où la poulette? Et au début du chapitre 3, Sunny et Kel essaient de la retrouver parce qu'elle a volé l'album photo de Basil. Je vous ai dit que ça c'est un truc qui n'a jamais été dit à Sunny et Kel. On voit que Aubrey a des photos dans ses poches, mais jamais on nous dit qu'elle les a parce qu'elle a volé l'album. Il y a plein de moments de narration que je trouve très confuses et c'est hyper frustrant. Et du coup, ça rend le manga confus pour les gens qui ne connaissent pas, mais surtout pas hyper agréable pour ceux qui connaissent et qui peuvent être assez stricts sur comment on adapte leur licence préférée. Pas forcément besoin qu'on ait une adaptation extrêmement fidèle, mais faire des changements pour enlever de la clarté, de la compréhension, c'est pas ce qu'il fallait faire au final. Et il y a autre chose que les fans n'ont pas aimé, le style graphique. Je fais partie de ces fans qui trouvent ça dommage que le style graphique soit pas celui des jeux, mais au final, je m'y serais fait si le style avait été un style différent de celui qu'on a eu pour le manga au final. Je veux pas être méchant avec Noiko Noito, mais j'ai vraiment du mal avec son style de dessin. Il est pas mauvais, mais je trouve qu'il va vraiment pas avec le style d'Omori. Et je pense que ce qui me bloque, c'est comment les personnages sont dessinés. Vraiment, on dirait beaucoup trop des enfants. Je comprends encore pour Sunny qui est resté enfermé chez lui et qui a pas forcément pu grandir comme les autres, mais désolé, j'ai vraiment du mal à croire que les personnages sont censés avoir plus de 10 ans. Même Marie et Hiro, qui sont les plus passables, me paraissent très jeunes. J'ai l'impression de suivre des gamins un peu edgy avec leurs armes et leur passé sombre. Je sais pas comment expliquer, mais je crois que j'ai un peu la même sensation que quand je regardais les premières saisons d'Higurashi, où je trouvais que les personnages faisaient vraiment beaucoup trop jeunes par rapport à leur âge. Il y a un côté très Loli et Shota qui me bloque vraiment. Et vu que la créatrice d'Omori a déjà été dans les controverses il y a quelques années à ce sujet, ça, on a bloqué plus d'un de ce style graphique pour les personnages. Mais au-delà des personnages, il y a des choses qui me bloquent beaucoup au niveau du découpage et qui vont avec la narration. Comme l'action va souvent trop vite, le découpage va de pair avec cette narration trop rapide. Il y a une scène dans le jeu où Basil montre les fleurs qu'il a fait pousser, fleurs qui représentent ses amis. Il prend le temps de décrire chaque fleur et ses symboles, les comparant avec ses amis. Cette scène dans le manga, c'est juste une double page avec des dialogues et c'est hyper insipide. Il y a beaucoup trop d'infos d'un coup et il faut laisser le lecteur respirer parce que là, il n'a pas le temps de tout emmagasiner. La scène est pas forcément très importante, mais ça veut pas dire qu'on peut la rusher comme ça. Soit on la met bien, soit on la met pas. C'est dommage d'avoir mis les choses comme ça. J'essaierai de dessiner comment j'imagine cette scène en version manga, mais perso, je pense que chaque description de fleurs doit correspondre à une page. Pas toutes en même temps. Parce que ce passage sur les fleurs, c'est aussi un moyen de découvrir les personnalités des personnages. Donc c'est dommage de rendre ce moment long et ennuyeux. Et en vrai, ces soucis de narration et de graphisme, c'est vraiment dommage. Parce que malgré tout, j'arrive à trouver des choses vraiment positives dans ce manga. Il y a des ajouts et des adaptations des scènes qui marchent vraiment bien.
Par exemple, dans le 3e chapitre, il y a des ajouts sur la scène de l'église qui n'étaient pas là à l'origine, mais qui rendent vraiment bien et qui, je me permets de le dire, rendent la scène encore meilleure. Je ne vais pas dire quoi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous laisser découvrir, parce que personnellement, j'ai eu la surprise de la découverte et que pour aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on se concentre, surtout sur le 1er chapitre. Et c'est quoi qui marche le mieux dans le 1er chapitre? L'horreur. Vraiment, les scènes horrifiques marchent particulièrement bien. La première scène avec le cauchemar est terrifiante et je dois l'admettre, l'auteur a bien adapté la menace que représentent les hallucinations de Sonny. Ces moments flippants combinés à l'expressivité de Sonny, ils marchent vraiment bien parce que même si on ne le contrôle plus, on se met assez facilement dans la peau de notre personnage principal. Et quelque chose qui marche encore mieux dans ces moments d'horreur, c'est le silence. Comme Sonny est muet, il y a une absence de bruit qui rend les moments d'hallucination encore plus inquiétants. On n'a aucune idée de ses pensées. Et personnellement, j'aime beaucoup comment la scène de l'arrivée de Kel est faite. Parce qu'à ce moment-là, on n'entend pas frapper à la porte. On entend quelque chose, des sortes de bam, mais on n'entend que ça. Rien d'autre. Aucune pensée, aucun bruit et on n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Et avec les hallucinations, on se dit forcément que c'est un monstre, que c'est quelque chose qui frappe pour faire peur et menace la vie de notre personnage principal. Surtout qu'à ce moment-là du manga, on n'a rien vu de positif pour Sonny. Il vient de faire un cauchemar, il s'est senti malade en mangeant quelque chose, il a vu une forme immense et terrifiante en voulant aller aux toilettes, il entend des bruits étranges et l'espace autour de lui semble distordu. Ouais, à sa place, moi aussi je flipperais. Et j'aime beaucoup cette espèce de rupture qu'on a dès qu'on entend la voix de Kel. On n'a plus aucune trace de monstre et on se retrouve à nouveau ancré dans le réel. Franchement, la scène est très efficace et franchement, j'espère revoir des scènes qui marchent aussi bien que celle-ci dans la suite. En vrai, il y a moyen que je continue à lire pour voir comment ça rend au fur et à mesure de l'histoire. Je pense pas que je referai des vidéos dessus par contre, parce qu'à moins d'un énorme revirement de situation, je m'attends pas à énormément de changements quant à l'écriture. Vraiment, je sens qu'on va continuer à avoir ces mêmes soucis de narration qui vont en bloquer plus tard. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous aussi ça vous a bloqué cette manière de faire? Est-ce que au contraire vous avez apprécié comment le manga a adapté le jeu? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis contente d'avoir réussi à parler d'un jeu que j'aime bien sur un autre prisme que le jeu lui-même. À mon avis beaucoup d'autres personnes ont déjà parlé du manga mais je suppose que je peux ajouter ma petite pierre à l'édifice. D'autres vidéos sur d'autres sujets arriveront à l'avenir, je vous tiendrai au courant. En attendant n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour ne rien manquer de ce que je fais. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.